Alors, je vois que la plupart des auditeurs inscrits sont présents. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire dès maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec moi pour ce webinaire sur euh, la peak season qui va bientôt commencer et Performance Max. Quelles sont les tendances, les tactiques et les perspectives. Donc, deux choses en préambule. Et je n'ai absolument rien à vous vendre aujourd'hui. Le but est plutôt d'échanger et de donner des informations sur la vision de SMEC sur les enjeux, les contraintes et les questions qui peuvent se poser autour de la fin d'année, Q4, à quel point c'est important et comment est-ce qu'on peut conjuguer les objectifs qui sont ceux de tous les e-commerçants avec des contraintes qui sont nouvelles. Et deuxième disclaimer, ce webinaire n'est pas un guide. On voit beaucoup de guides fleurir aujourd'hui sur les méthodes idéales pour aborder Performance Max dans une perspective de fin d'année. Nous, chez SMEC, on n'y croit pas. On est persuadé que chaque e-commerçant a ses propres contraintes et qu'une recette qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. Donc, ça va plutôt être un ensemble de recommandations, d'observations et de conseils. Tous ne sont pas valables, tous n'ont pas la même importance. Et donc, évidemment, j'en appelle à votre intelligence pour pouvoir sélectionner ce qui est pertinent pour vous. Bien évidemment, on est toujours là pour vous accompagner si vous avez des questions. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez ressortir de ce webinaire avec un peu plus d'informations, une mise en contexte et quelques bonnes idées, espérons-le. Donc, je me présente très rapidement. Je suis donc chez Smarter E-Commerce, donc SMEC, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le marketing et la publicité digitale. Et voilà, je suis toujours passionné par l'innovation, par la data et le e-commerce, et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse aider nos clients à conjuguer ces trois ensembles de manière à pouvoir générer de la croissance. Alors, très rapidement, l'agenda. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va très rapidement aborder ce contexte unique, puisque c'est la première fois depuis maintenant 3 ans qu'on aborde le quatrième trimestre, pardon, sans contrainte due à la pandémie. On abordera très rapidement aussi Performance Max, ce que c'est, ce que ça change, ce que ça représente en termes de paradigme par rapport au modèle publicitaire de Google qui existait avant. Et puis, on rentrera dans la partie conseils et observations. Voilà, on essaiera de regarder un peu ce que ça a comme impact en termes de mesures d'évaluation, en quoi la saisonnalité a une importance et comment est-ce qu'il faut qu'on l'appréhende. En quoi la concurrence peut jouer aussi, avoir son importance. Et puis, on parlera très rapidement aussi de l'incrémentalité et de la méthode que nous, on met en place aujourd'hui pour pouvoir justement la mettre en place, la mesurer et voir ce qu'elle peut apporter en termes de valeur ajoutée. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on est pour la première fois en dehors de la contrainte, des contraintes qui étaient imposées par la pandémie. Si on regarde, un certain nombre de données sont des données qui ne sont pas nécessairement celles de la France, mais qui sont, quoi qu'il en soit, toujours valables parce que, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de différence entre le marché français et le marché allemand et anglais en particulier. Pour les États-Unis, c'est un tout petit peu différent. Mais donc, ce qu'on voit, voilà, très rapidement, ce n'est pas forcément la slide la plus intéressante que je vais vous montrer, mais on voit bien qu'il y a une tendance absolument certaine sur une absence totale de contraintes aujourd'hui. Donc, si on suivait la courbe un peu plus loin que sur le 3e trimestre 2022, on verrait qu'on arrive quasiment à zéro, ce qui est plutôt bon signe. Et on voit de toute manière que d'une année à l'autre, les contraintes qui ont été liées au Covid, et en particulier les confinements successifs et puis les aménagements d'horaires, ont été de moins en moins importants. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de voir en quoi la pandémie, quel impact elle a eu sur le comportement des clients potentiels. Donc, on voit effectivement une corrélation absolument directe entre l'importance des contraintes, donc qui est la courbe noire, et la mobilité
des gens qui achètent, hein, et donc on voit très nettement qu'à chaque fois qu'il y a eu un confinement important, forcément, la mobilité s'est dégradée, et qu'à partir du moment où les contraintes qui sont liées justement au confinement et au changement d'horaire disparaissent, la mobilité augmente. Et on le voit aussi sur les petits nuages de points à droite, où on a de toute manière une tendance qui est absolument claire sur une mobilité qui est absolument revenue aux années avant la pandémie. Et enfin, dernier point sur la pandémie, et après on passera à autre chose, qui là pour le coup est assez intéressante à analyser, c'est voir à quel point, enfin, quelle est la corrélation entre l'effet de la pandémie sur l'adoption du e-commerce. Et donc, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, et vous les premiers, on voit bien qu'à partir du moment où les magasins physiques étaient fermés, qu'il était difficile d'accès, l'adoption du e-commerce a été ultra rapide, ultra puissante, qu'elle s'est maintenue. Et on voit maintenant que cette adoption, en tout cas cette croissance du e-commerce est en baisse, donc ça continue à croître, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est dû au fait que quand on a le choix, on peut décider de ne pas acheter qu'en ligne. Mais ce que ça a d'autre en creux, ce que ça montre aussi, c'est que cette croissance du e-commerce est en baisse, hein, mais les attentes, et en particulier les attentes des directions générales de tous les e-commerçants avec lesquels on travaille, elles ne sont pas nécessairement en baisse, ce qui fait que ça va créer forcément un petit décalage entre les attentes en termes de génération de chiffre d'affaires et de contribution au chiffre d'affaires, contribution à la marge d'un groupe en général, versus une tendance qui n'est pas forcément en faveur. Et quand on a parlé de ça, on n'a absolument pas parlé d'autre chose. Donc ça, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément des sujets qu'on va aborder pendant le webinaire, mais qu'il faut avoir en mémoire. C'est qu'effectivement, depuis le début de l'année, on constate aussi des contraintes en termes d'approvisionnement. On constate aussi, en particulier sur les 2 derniers trimestres, une tendance inflationniste qui est absolument maintenant démontrée, et sur tous les marchés, en tout cas occidentaux. Et qui va générer du coup une demande qui va être incertaine, qui va être un peu plus compliquée d'aller trouver, peut-être un peu moins facile en tout cas à identifier et à attirer qu'il y a un an dans un contexte totalement différent. Et donc du coup, vos concurrents sont là, l'obligation de performance est donc absolument obligatoire. Alors, petit rappel sur Performance Max, pour ceux qui avaient déjà assisté à mon webinaire précédent, on allait un peu plus dans le détail. Donc, Performance Max, c'est le nouveau environnement publicitaire qui a été mis en place par Google depuis 1 an maintenant, qui a remplacé Smart Shopping et qui vise à unifier en fait l'intégralité des sources de trafic, quelles qu'elles soient, au sein de l'inventaire de Google Ads, sous une seule et unique bannière, donc qui offre des possibilités et des opportunités, en particulier en termes de bassins d'audience qui sont un peu plus élargis que quand on ne se concentrait que sur la partie shopping, mais qui donne aussi pas mal de contraintes, et en particulier des contraintes en termes de pilotage, puisque on est passé d'un environnement publicitaire qui était très granulaire et qui était très orienté produit, et qui maintenant est pas du tout granulaire. C'est une boîte noire absolument opaque, et qui du coup ne donne plus la même capacité d'analyse, de monitoring et de gradation, puisqu'on est sur quelque chose où finalement on fixe un objectif de performance, et c'est l'algorithme de Google tout seul qui va choisir dans son coin comment l'obtenir. Très rapidement, quand on regarde le taux d'adoption de Performance Max par rapport à Smart Shopping, on y est, hein. Donc toute l'année, on a vu les annonceurs les uns après les autres être sollicités par Google pour basculer. Donc certains l'ont fait de manière automatique, d'autres l'ont fait en mettant en place un certain nombre de garde-fous pour pouvoir continuer à avoir un minimum de contrôle. Depuis la fin septembre 2022, la bascule est maintenant obligatoire, donc il n'existe plus de Smart Shopping. La seule alternative à Performance Max aujourd'hui, c'est de garder des campagnes standards, des campagnes shopping standards, qui est un choix aujourd'hui
en tout cas au sein des clients de Smart e-commerce, qui représentent à peu près 20%. Donc, on a 20% de nos clients aujourd'hui qui ont décidé de ne pas basculer sur Performance Max, soit parce qu'ils voulaient garder le contrôle absolu sur leur campagne, soit parce que les résultats lors de la bascule n'ont pas été concluants du tout, que ça ne génère pas de valeur ni d'incrément, et que dans ces cas-là, il vaut mieux rester sur un pilotage de campagne manuel et plus granulaire qui permet du coup d'avoir la main sur ces campagnes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser Performance Max dans un environnement de quatrième trimestre alors que tout est automatisé? Quand on regarde aujourd'hui le Black Friday, quand on analyse en fait sur plusieurs critères la journée du Black Friday l'année dernière, nous, on a pris 3 critères, 3 KPIs en quelque sorte, qui vont être le CPC, la valeur par clic et le nombre de clics. Et là, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la journée, les événements ne sont pas tout à fait corrélés. Donc, on a plus la couleur est dense, plus c'est important. Donc, plus les CPC sont élevés, plus la valeur par clic va être élevée et plus le nombre de clics vont être élevés. Et on se rend compte qu'il y a une décorrélation entre le CPC, la valeur par clic et le nombre de clics, et que toutes les heures ne sont pas les mêmes. Donc, c'est juste une illustration pour montrer qu'en fait, à l'heure de Smart Shopping et encore plus de Performance Max, le CPC, en tout cas son pilotage, il est délégué à l'automatisation. C'est l'algorithme qui va choisir quasiment. Et c'est pour ça que nous, on recommande aujourd'hui d'utiliser comme KPI principal de mesure de performance une donnée qui va être la valeur par clic, dont j'y reviendrai juste après, parce qu'elle est bien plus pertinente que le CPC, sur lequel, de toute manière, aujourd'hui, plus personne n'a de contrôle quand on est dans un environnement de performance max. Donc, Nils Grube, qui est l'inventeur de Smart Bidding et Smart Shopping, moi j'adore cette référence-là, puisque c'est Google lui-même qui le dit. Effectivement, si tout le monde utilise Performance Max avec exactement les mêmes outils et les mêmes limitations, on va se retrouver avec un algorithme qui va choisir sans qu'on sache exactement pourquoi est-ce que c'est cette enchère qui a été prise en compte, ou ce produit-là, plutôt que celui d'un concurrent. Et donc, c'est très efficace de laisser un algorithme choisir pour soi quand on lui délègue des tâches qui sont des tâches fastidieuses, répétitives et sans fortement beaucoup de valeur ajoutée. Mais il y a une obligation en parallèle d'aller choisir des marqueurs qui vont vous permettre de vous différencier et de pouvoir piloter sous un angle qui est le vôtre et pas celui que Google vous recommande. Parce que voilà, la réponse de il faut augmenter son budget et baisser son ROS quand on demande comment on fait pour améliorer ses campagnes, ce n'est pas une réponse qui est pertinente, en tout cas pas pour l'intégralité de nos clients. Donc, la valeur par clic, qui est finalement le ROI ou ROS sur une base par clic, qui permet du coup de combiner le taux de conversion et le panier moyen. Donc, qui sont 2 indicateurs qui, pour le coup, sont des indicateurs qui vont remonter l'efficacité de la campagne et dont on peut en tirer ensuite la valeur. J'aurais dire en aparté, on nous pose souvent la question de la max conversion value. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Donc, évidemment, comme toujours, ni du bien ni du pas bien. Si j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a des pour et des contre. Donc, le pour, c'est qu'effectivement, on booste l'algorithme. On lui demande d'être le plus agressif possible. Que l'autre avantage, c'est que ça demande assez peu d'efforts à mettre en place. On appuie sur un bouton et c'est fait. On définit son objectif et puis on passe à autre chose. Ce que ça a comme inconvénient, c'est que si on ne veut pas se lancer sans savoir où on va, ça va nécessiter un certain nombre de tests qui sont assez minutieux et assez consommateurs de ressources. Et puis surtout qu'on perd totalement le ROS comme étant un levier. Le ROS n'est pas une fin en soi, mais c'est un excellent indicateur de performance. Et donc, celui-là, on ne l'a plus du tout. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une grosse différence entre maximiser et optimiser. Maximiser, c'est tout donner et on regardera après ce que ça donne. Et optimiser, c'est plutôt procéder par incrément, petits ajustements, de telle manière à ce qu'on puisse ensuite obtenir la vitesse de croisière qu'on souhaite avoir.
Les alternatives à un max conversion value, elles vont être de deux ordres. Évidemment, de toute manière, ça s'applique pour n'importe quel type de campagne et n'importe quelle stratégie qu'on met en place. Être sûr qu'on puisse monitorer en même temps les résultats des campagnes et de ce qui va l'alimenter, c'est-à-dire toute la partie back-end, donc votre Merchant Center, la qualité de vos flux, ce que vous avez en stock et ainsi de suite, de telle manière à pouvoir donner des indicateurs et des indications précises à l'algorithme. Et donc, on en revient toujours à la même philosophie, c'est à vous de guider l'algorithme plutôt que de lui laisser les clés et de perdre le contrôle. Alors, comment est-ce qu'on s'appuie sur la donnée pour monitorer et pour créer ces fameux ajustements qui vont vous permettre de piloter vos campagnes en fonction des contraintes qui changent, en particulier sur ce dernier trimestre. Alors, nous, c'est la méthode qu'on met en place systématiquement. Alors, on voit sur le petit graphique que voilà, il y a la norme de taux de conversion qui est entre 3 et 3,3%. Donc, on va dire ça, c'est ce qu'on constate sur une année de manière totalement lissée. Et bien évidemment, il va y avoir un grand pic qui va intervenir à partir de mi-novembre jusqu'à la fin janvier, grosso modo, et qui va correspondre au Black Friday, à la période de Noël et au solde. Et évidemment, le comportement n'est pas le même à partir du moment où on est sur un environnement en forte pression que plutôt qu'en très, très basse saisonnalité. Donc, la manière dont on le fait, en tout cas chez SMEG, c'est qu'on va déterminer, donc on va évidemment mesurer toutes les conversions hebdomadaires ou quotidiennes sur une année civile complète. On détermine du coup quelles sont les zones de haute saison, de basse saison, que du coup, on va s'appuyer sur le taux de conversion en basse saison, calculer un écart type, calculer le pic de conversion observé et le taux qui est en différence qu'on va enlever de l'écart type. Pour information, en Allemagne, parce qu'on n'a pas encore les chiffres pour la France, la différence sur Q4 par rapport au reste de l'année, c'est de 38%. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin, puisqu'on aura un petit moment où on pourra échanger, ou à les poster au fur et à mesure, mais je n'y répondrai qu'à la fin. On parlait de concurrence tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle philosophie il faut avoir en tête pour pouvoir jouer avec la concurrence et s'appuyer sur la donnée pour pouvoir contrecarrer la concurrence et être un petit peu meilleur? Parce qu'effectivement, un client, il a toujours le choix. Il y a deux types de données sur lesquelles on peut s'appuyer. Les données d'enchères et le benchmark des prix. Donc, les données d'enchères, elles sont relativement faciles à récupérer. Le benchmark des prix, c'est un peu plus compliqué. C'est en l'occurrence un service que nous, on propose chez Smarter E-Commerce, c'est effectivement de donner des informations sur le positionnement de la concurrence, sur le positionnement du prix par rapport à d'autres concurrents qui donnent du coup des indications et de la donnée sur lesquelles on peut s'appuyer ensuite pour mettre en place des tactiques ou des stratégies d'enchères. Le niveau de détail, il va être aujourd'hui, en tout cas chez Performance Max, au niveau du compte, donc qui donne comme indication les grandes dynamiques et qui permet d'identifier les produits, catégories qui vont être les best-sellers. Mais on invite aussi, et on le fait, tous nos clients à aller regarder l'historique des enchères au niveau du groupe d'annonces parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir un petit peu de granularité. C'est pareil pour les catégories. Quand on regarde par catégorie, par typologie de catégories, on peut identifier plus facilement quelles sont les zones de faiblesse, quelles sont les zones de force sur lesquelles s'appuyer et du coup, en tirer derrière des stratégies qui vont être différentes. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, il est toujours nécessaire de décider ce qu'on veut faire. Quelles sont les batailles qu'on veut gagner, quelles sont celles qu'on abandonne, parce que de toute manière, en termes de ressources, il est absolument impossible de pouvoir faire face à tout type de concurrence à n'importe quel moment, dans n'importe quel environnement. Donc, il faut faire des choix et les assumer par la suite. Difficile de parler de concurrence sans mentionner le grand concurrent de tout le monde, à savoir Amazon. Donc, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais il est difficile aujourd'hui d'ignorer la présence d'Amazon comme étant un concurrent de quasiment tout le monde.
On voit que sa part de marché augmente petit à petit, qu'à certains moments, elle est proche de 50%, ce qui est quand même assez significatif. On voit aussi que quasiment toutes les catégories aujourd'hui sont concernées, certaines un peu plus que d'autres, hein, mais on est quand même aujourd'hui dans un environnement où on part du principe qu'Amazon est le concurrent de tout le monde à n'importe quel moment. Alors, quel modèle aujourd'hui on utilise pour pouvoir justement définir ce qu'il convient de faire quand on est en phase de concurrence, parce que la concurrence, ça veut tout et rien dire, et que tout va dépendre aussi de où on se situe et où se situe la concurrence. Donc, ce tableau, qui est un cadran magique assez classique, on va avoir en abscisse la capacité de surclassement de la concurrence, donc il va être évidemment inverse. Donc, plus elle est faible, moins le concurrent est menaçant. Et puis, pardon, c'était en ordonnée. Et en abscisse, on va avoir on va dire, la part de marché et ou la cannibalisation. Donc, plus elle est élevée, plus un grand nombre de vos produits va se retrouver en concurrence avec d'autres produits sur le web. Évidemment, ce qui va être le plus important, c'est de commencer, de savoir se situer sur l'ensemble de ces produits, dans quelle case ils se trouvent. Que là, aujourd'hui, on a fait le choix de faire de la part de marché pour pouvoir calculer ces bulles, mais qu'on peut en fait finalement utiliser ce tableau-là sur n'importe quel autre KPI qui est pertinent pour chacun d'entre vous. Donc, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la marge, ça peut être le taux de stock et ainsi de suite. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, très intéressant de pouvoir regarder. On peut, comme alternative, utiliser aussi une cartographie thermique qui va donner aussi voilà, les zones de chaleur et les zones de fraîcheur qui permettent d'identifier ensuite pour chacune des cases quelle tactique il conviendrait de mettre en place. Être très agressif, peu agressif, très défensif, ne rien faire du tout. Le prix, donc, est effectivement en particulier dans le contexte actuel de forte inflation et de contraction de la demande, un vecteur qui va être de plus en plus important, en tout cas de plus en plus scruté par les internautes et les futurs acheteurs. Et donc, c'est pareil, nous, on met en place produit par produit pour chacun de nos clients, une analyse du prix de telle manière à pouvoir déterminer quels sont les moments et les informations qu'on peut récupérer sur un positionnement prix et ce qu'il convient d'en faire par la suite. Donc, la méthode, elle est assez simple. On regarde effectivement pour chaque ID la moyenne du prix, la différence du prix et toutes les autres informations relatives au prix qu'on peut récupérer. On fait un filtre sur voilà, tous les plus de 10 clics ou tous les produits qui ont moins de 10 clics qui sont du coup statistiquement inintéressants. Et puis, on va pouvoir du coup identifier quels sont les produits à forte contribution et de pouvoir du coup en regarder ensuite quelles sont les corrélations et sur le taux de clic et sur le ROS. Et en fonction de là, on peut catégoriser ces produits-là en disant ces produits-là ont une importance et sont rentables, coûtent cher parce qu'il y a beaucoup de clics mais ne sont pas rentables, et pouvoir déterminer ensuite d'autres tactiques pour avoir des stratégies plus ou moins agressives en fonction de ce qu'on va avoir en termes de corrélation. Et dernière chose, ce sont des informations un peu plus génériques, j'ai envie de dire, mais assez intéressantes. Quand on regarde et qu'on analyse la densité de concurrence et le positionnement des prix, on se rend compte que assez régulièrement, en fait, l'essentiel des batailles vont se jouer entre moins 5 et plus 5%. Au-delà, ça devient un peu moins important statistiquement, on va dire. On peut voir aussi que le taux de conversion et le nombre de conversions vont bien évidemment évoluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux tableaux du dessus sont, on va dire, assez faciles à comprendre et vont de pair. C'est un peu moins vrai pour le troisième, puisqu'on se rend compte que le taux de conversion n'est pas directement aligné au positionnement du prix. Et que même si on voit effectivement que moins le produit est cher, plus le taux de conversion va élever, ce n'est pas aussi, on va dire, attendu que ça. Et ça permet du coup aussi d'avoir des stratégies d'enchérissement par rapport au prix qui peuvent être bien plus fines que simplement dire je suis 5% moins cher, je me donne donc 5% d'investissement potentiellement plus, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Bon, ça, c'est une question un peu
provocante, on va dire, mais qui est faite exprès. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'investir autant de ressources que ça pour le Black Friday? Nous, notre approche, elle est un peu différente. En fait, on conseille aujourd'hui à nos clients d'utiliser cette période spécifique où le trafic va naturellement augmenter avec un volume de recherche qui va être sans commune mesure avec d'autres périodes de l'année pour se focaliser sur des nouveaux clients. Donc, le fameux mode NCO dans la console Google Ads qui permet effectivement de ne se focaliser que sur les nouveaux clients. Quand on le fait, il faut le faire bien en amont, parce que comme toute modification d'indication qu'on fournit à l'algorithme, ça prend du temps pour qu'il s'adapte et pour qu'il se cale et qu'il soit ensuite en vitesse de croisière, que ça nécessite pas mal de précautions d'usage qu'il faut anticiper, en tout cas dans la période d'apprentissage de l'algorithme, une baisse significative du trafic et des coûts qui vont augmenter. Mais ça peut valoir le coup. Nous, on constate maintenant assez régulièrement que, in fine, c'est en tout cas une arme supplémentaire qu'on peut utiliser dans une logique de recherche de nouveaux clients plutôt que de focaliser une partie très importante, voire trop importante de son budget sur des clients qui existent déjà. Et donc voilà, pour terminer, voilà les quelques conseils que je voulais partager avec vous. J'espère qu'ils seront intéressants pour vous. Bien évidemment, si vous voulez en discuter de manière un peu plus personnalisée, moi, je suis à votre disposition avec toute l'équipe de Smarter E-Commerce pour pouvoir y répondre et voir pour chacune de vos contraintes, de votre environnement et de vos objectifs, comment est-ce que ces conseils et d'autres peuvent être appliqués de telle manière à ce que vous fassiez de la fin de l'année une période profitable, tout en utilisant Performance Max de la meilleure manière possible. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, une question qui est posée. Si on n'est pas, donc je reprends la question, si on n'a pas de concurrent direct sur les produits qu'on vend, parce qu'on est les seuls à les vendre, comment est-ce qu'on se positionne en termes de concurrence et de prix? C'est une excellente question. Effectivement, c'est plus complexe de se positionner, en tout cas d'avoir des informations pertinentes sur le positionnement de ces produits quand on est les seuls à les vendre. Alors, il y a deux méthodes. Enfin, il y a deux approches. Il y a l'approche où on dit, effectivement, c'est un indicateur qui est peu pertinent, donc on va se focaliser sur d'autres choses. Et nous, dans ce cas-là, on recommande à nos clients d'utiliser d'autres KPI, en tout cas d'autres critères de différenciation, qui peuvent être la marge, qui peuvent être la marge panier, qui peuvent être le taux de stock, n'importe quel asset de votre structure qui vous permettent d'appuyer dessus. Si on veut vraiment s'appuyer sur de notre concurrence, il s'agit juste dans ces cas-là on peut en général pas le faire au niveau du produit, mais on peut le faire au niveau des catégories, et c'est dans ce cas-là de déterminer quelques concurrents identifiés, de faire des grilles de correspondance de telle manière à pouvoir ensuite analyser l'évolution des prix et de la pression concurrentielle sur ces catégories-là, de telle manière à avoir un indicateur qui va être un petit peu dégradé par rapport à un indicateur qui serait basé au niveau du produit, mais qui permet quand même de donner quelques informations qui sont intéressantes quand on met en place une stratégie. Alors, une seconde question qui nous est posée, comment fait-on pour intégrer ces données dans la structuration de la campagne? C'est une très, très bonne question aussi. C'est un peu compliqué pour moi de répondre comme ça parce que j'ai envie de dire que ça dépend. Il existe plusieurs possibilités, plusieurs modes de structuration de campagne. Ce que nous, on recommande systématiquement, c'est de ne pas garder la même structuration de campagne que celle qui était utilisée par Smart Shopping si on utilisait Smart Shopping, mais plutôt d'essayer de récupérer la structuration des campagnes qui était en standard et de la convertir dans un mode qui serait compatible avec Performance Max. Donc, nous, on a choisi chez Smarter E-Commerce de faire du scoring de produits pour pouvoir avoir une homogénéisation des produits par
par attributs similaires. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on s'est rendu compte que c'était celui qui était le plus proche de la structuration des campagnes standards. Il en existe d'autres qui sont certainement tout à fait valables aussi. Le tout, c'est d'avoir bien en tête ses forces, d'avoir bien en tête ses contraintes aussi et les objectifs qu'on se fixe, hein, et d'ensuite d'avoir une structuration de campagne qui puisse être à la fois, refléter donc ses forces et ses enjeux, tout en étant flexible et couvrant le maximum de produits. Donc, en ayant dit ça, j'ai dit tout et n'importe quoi en même temps, enfin, tout et rien en même temps. Moi, mon conseil, c'est effectivement d'analyser assez finement la spécificité de votre flux et d'en tirer derrière des tendances par lesquelles on peut ensuite catégoriser les campagnes. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. J'espère que ce webinaire a été intéressant et sera fructueux pour vous. Si vous avez la moindre question, vous savez à qui la poser. Donc, voilà, l'équipe et moi, on sera ravis d'y répondre. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.